Les sociales de KPMG. Le panorama de l'actualité sociale sur nos ondes. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver sur les ondes pour cette nouvelle édition des sociales de KPMG. Nous espérons que vous avez passé un bon été et que vous êtes en pleine forme. Nous sommes le vendredi 10 septembre 2021. Au micro, Dirk Bogart et Alban Eglinger. Bonjour Dirk. Bonjour Alban et bonjour à tous. En décembre dernier, Radio KPMG a lancé un nouveau rendez-vous radiophonique dédié au droit social pour faire le tour de l'essentiel de l'actualité sociale, chaque fois que nécessaire, et mettre en perspective les changements de l'environnement légal et jurisprudentiel. Aujourd'hui, l'attention sera portée sur l'action du législateur qui, durant l'été, n'a pas chômé en matière sociale. Le grand angle sera ainsi consacré à la loi du 5 août 2021 qui impose pour certains salariés une obligation vaccinale ou la présentation d'un pass sanitaire. Et dans notre tour d'horizon de l'actualité sociale, nous évoquerons rapidement les dispositions principales de deux autres lois publiées cet été. La loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et la loi du 2 août 2021 qui renforce la prévention de la santé au travail. Voilà, vous avez le programme de cette 5e édition des sociales. C'est parti. Le grand angle. Commençons ce grand angle qui porte aujourd'hui sur l'obligation pour certains salariés de se faire vacciner ou de présenter un pass sanitaire. Après un examen éclair par le Parlement, la loi du 5 août 2021 a d'une part imposé une obligation vaccinale pour certains travailleurs relevant pour l'essentiel des secteurs médico-sociaux, d'autre part étendu la portée du pass sanitaire à certains lieux, établissements, services ou événements, grâce à 2 décrets et à un arrêté du 8 août 2021. Commençons par définir les champs d'application de ces 2 obligations. Autrement dit, Dirk, quels sont les travailleurs concernés ? La loi du 5 août 2021 a défini de façon très précise le champ d'application de l'obligation vaccinale. Elle vise tout d'abord les personnes qui exercent leur activité, qu'ils soient indépendants, salariés ou agents publics, dans 14 catégories d'établissements, et notamment les hôpitaux ou cliniques, qu'ils soient publics ou privés, les centres de santé, les services de prévention et de santé au travail, ou encore certains établissements et services sociaux et médico-sociaux. Sont ensuite visés les professionnels de santé qui ne relèveraient pas de cette première liste, ainsi que les titulaires de différents titres, psychologues, psychothérapeutes, ostéopathes ou chiropracteurs. Les personnes qui travaillent dans les mêmes locaux que ces professionnels, par exemple la secrétaire d'un chiropracteur, sont également soumises à l'obligation vaccinale. Néanmoins, la loi précise que les personnes qui exécutent seulement une tâche ponctuelle au sein des établissements ou des locaux des professionnels que je viens de mentionner ne sont pas tenus de se faire vacciner. D'autres professionnels sont enfin concernés, parmi lesquels les sapeurs-pompiers ou par exemple les personnes qui assurent une activité de transport sanitaire. Ces dispositions, à vrai dire, ne sont pas toujours limpides. Pour preuve, la Direction générale de la cohésion sociale a adopté une instruction du 11 août en vue d'exonérer notamment les personnels de crèche de l'obligation vaccinale, ce qui n'allait pas de soi à la lecture de la loi. De façon beaucoup plus évidente, en revanche, les personnes qui justifient d'une contre-indication médicalement attestée à la vaccination échappent à cette obligation. Le certificat médical de contre-indication peut toutefois comprendre une date de validité. En quoi consiste cette obligation vaccinale et depuis quand est-elle effective ? Pour pouvoir continuer à travailler, les salariés doivent prouver soit qu'ils ont été vaccinés en suivant un schéma vaccinal complet, soit par dérogation, s'ils ont été contaminés, un certificat de rétablissement qui suppose la preuve d'un résultat positif à un examen réalisé plus de 11 jours et moins de 6 mois auparavant. Ce certificat n'est toutefois valable que pour une durée de 6 mois à compter de la date de l'examen. Avant la fin de sa validité, les personnes concernées devront donc présenter un certificat de statut vaccinal. La loi a cependant prévu un calendrier progressif de mise en œuvre de cette exigence. À compter du 9 août 2021 et jusqu'au 14 septembre 2021, les personnes visées peuvent aussi présenter un test de non-contamination établi dans des conditions strictement réglementées et datant de moins de 72 heures. À compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021, les professionnels concernés pourront exercer leur activité s'ils justifient avoir reçu une des doses requises dans le cadre d'un schéma vaccinal à plusieurs doses et s'ils présentent le résultat négatif d'un test virologique. Et à compter du 16 octobre 2021, il faudra respecter les exigences normales précitées, schéma vaccinal complet ou certificat de rétablissement qui n'opère donc que pour une durée limitée. Une obligation vaccinale qui va donc s'accroître au fil du temps.
Venons-en aux travailleurs qui doivent présenter un pass sanitaire en soulignant à titre liminaire que, d'une part, ce dispositif est entré en vigueur le 30 août, sauf pour les mineurs de plus de 12 ans, pour lesquels les dispositions seront applicables le 30 septembre 2021. D'autre part, en l'état, ce pass sanitaire devra cesser au 15 novembre 2021. Dans quelles conditions ce pass peut-il être exigé, Dirk ? 2 conditions doivent être réunies, Alban, pour que la présentation du pass sanitaire soit nécessaire. Le travailleur doit tout d'abord travailler dans un lieu ou un établissement auquel le public ne peut accéder qu'en présentant ce pass. Les salariés, agents publics, bénévoles et autres personnes doivent ensuite exercer leur activité dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public. À titre d'exemple, le chef d'un restaurant qui resterait dans sa cuisine pendant tout le service, sans être en contact avec les clients, n'est pas tenu de présenter un pass sanitaire. En outre, les textes excluent les travailleurs qui exercent une activité de livraison ou procèdent à une intervention d'urgence. Et quels sont donc les lieux, activités ou établissements qui sont concernés par le pass sanitaire ? 5 grandes catégories de lieux, établissements ou événements sont concernés par le pass sanitaire. La loi a supprimé toute jauge minimale de personnes présentes. Première catégorie concernée, les lieux d'activité et de loisirs, concerts, spectacles, événements sportifs, etc. Deuxième catégorie, les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, même pour le service en terrasse, mais avec 3 exceptions. La restauration collective, la vente à emporter de plats préparés et la restauration professionnelle routière et ferroviaire. Troisième catégorie, les foires, les séminaires et les salons professionnels. Quatrième catégorie, les déplacements de longue distance par transport public interrégionaux, sauf en cas d'urgence. Et enfin, les préfets de département peuvent y soumettre une liste de grands magasins et de centres commerciaux dont la surface est supérieure à 20 000 mètres carrés. Il leur faut alors expliquer en quoi les caractéristiques de ces établissements et la gravité des risques de contamination le justifient. L'arrêté doit aussi garantir l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité, ainsi, le cas échéant, qu'aux moyens de transport. Plusieurs arrêtés ont déjà été contestés devant les tribunaux administratifs avec des résultats divers selon les juridictions. On observe que certaines entreprises, ne relevant pas de ce champ d'application, entendent exiger de leurs salariés la présentation d'un pass sanitaire. Il faut absolument les en dissuader, car la loi punit d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait d'imposer le pass au-delà des prévisions de la loi. S'agissant du droit du travail, comment l'employeur peut-il procéder au contrôle de ces 2 obligations ? La question est importante compte tenu des sanctions qui peuvent être prononcées. Il est en effet utile de rappeler ces sanctions. Pour l'essentiel, en matière d'obligation vaccinale, l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe étant encourue, la procédure de l'amende forfaitaire étant possible. Une violation répétée, à plus de 3 reprises dans un délai de 30 jours, expose à 1 an d'emprisonnement et 9 000 € d'amende. En matière de passe sanitaire, une mise en demeure va précéder d'autres sanctions. Si elle est infructueuse, la fermeture administrative pour une durée maximale de 7 jours peut être prononcée et levée en cas de régularisation. Plus de 3 manquements sur 45 jours exposent à 1 an d'emprisonnement et 9 000 € d'amende. Des sanctions qui sont donc loin d'être négligeables. Les modalités effectives de contrôle ne sont pas non plus des plus simples. La loi prévoit effectivement que les personnes soumises à l'obligation vaccinale doivent justifier y avoir satisfait ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur. L'employeur est donc chargé de contrôler le respect de cette obligation par les personnes sous sa responsabilité. Il lui est possible de conserver de manière sécurisée les résultats des vérifications de satisfaction à cette obligation vaccinale. En outre, un décret du 7 août 2021 prévoit que sont autorisés à contrôler les justificatifs liés au pass sanitaire les responsables des lieux, établissements et services ou les organisateurs des événements concernés. Les textes prévoient des règles communes pour le contrôle des justificatifs présentés par les salariés, sous forme numérique ou sous forme papier. Les personnes chargées du contrôle doivent habiliter nommément les personnes et services qu'ils autorisent à contrôler pour leur compte, et il leur faut tenir un registre de ces personnes qui mentionnera notamment les jours et les horaires des contrôles effectués. La lecture des justificatifs peut être réalisée au moyen de l'application Tous Anti-Covid Vérif ou de tout autre dispositif de lecture qui doit répondre à des conditions fixées par arrêté, et à cette occasion, seuls sont révélés les noms, prénoms, date de naissance des personnes contrôlées, ainsi que le résultat positif ou négatif de détention d'un justificatif conforme. Le ministère affirme que si l'employeur ne peut pas conserver ce justificatif, il peut en revanche conserver le résultat du contrôle et délivrer, le cas échéant, un titre spécifique permettant ensuite une vérification dans le respect des règles sur la protection des données personnelles.
La mise en place de ces mesures de contrôle suppose-t-elle la consultation du Comité social et économique, DURC? Et faut-il également modifier le règlement intérieur? Effectivement, en vertu des textes habituels, et notamment de l'article L2312-8 qui vise, si l'on peut dire large, cette mise en place pourrait nécessiter dans les entreprises et établissements d'au moins 50 salariés une consultation préalable du CSE. Et pourtant, tel n'est pas le cas. En effet, la loi du 5 août a prévu une dérogation. Il suffit que l'employeur informe, certes sans délai, mais par tout moyen, le comité de ces mesures de contrôle. Et l'avis du CSE peut intervenir après leur mise en œuvre, au plus tard dans un délai d'1 mois, à compter de la transmission des informations. En revanche, selon le ministère du Travail, les mesures de contrôle de l'obligation vaccinale n'auraient pas à être intégrées dans le règlement intérieur dès lors que les dispositions en cause s'imposent légalement tant aux employeurs qu'aux salariés. Et a priori, il n'y a pas de raison qu'il en aille différemment pour le pass sanitaire. En tout cas, une chose est claire, le non-respect du pass sanitaire et de l'obligation vaccinale ont une conséquence commune, la suspension du contrat de travail. C'est vrai, cette suspension résultant de ce que les salariés réfractaires ne peuvent exercer leur activité. En matière d'obligation vaccinale, l'employeur doit informer le salarié sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi, ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Si l'employeur est d'accord, le salarié peut utiliser des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. Et à défaut, le contrat de travail du salarié est suspendu jusqu'à ce qu'il se conforme aux exigences légales. Pour le pass sanitaire, le mécanisme est globalement le même. Si le salarié ne prend pas de jours de repos ou de congés, ou si l'employeur s'y oppose, le contrat est suspendu. Mais la loi impose expressément à l'employeur de notifier, par tout moyen et le jour même, la suspension du contrat de travail. Dans ces deux cas, cette suspension entraîne l'interruption du versement de la rémunération. Le régime de la suspension est un peu différent selon les deux cas. Tout à fait. Par exemple, en absence de présentation d'un pass sanitaire, quand la suspension se prolonge au-delà de 3 jours travaillés, l'employeur doit convoquer le salarié à un entretien afin d'examiner les moyens de régularisation de sa situation. Télétravail si cela est possible, ou, comme le prévoit la loi, affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l'entreprise à un poste non soumis à l'obligation de pass sanitaire. En revanche, aucun entretien n'est prévu en matière d'obligation vaccinale. Certaines différences peuvent néanmoins surprendre. Oui, en matière d'obligation vaccinale, par exemple, la loi prévoit que le salarié conserve pendant la suspension de son contrat de travail sa protection sociale complémentaire. Cette disposition pose question quant au financement de cette couverture, généralement partagée entre l'employeur et le salarié, alors que ce dernier n'est plus rémunéré. En outre, pourquoi réserver ce mécanisme à la seule obligation vaccinale? Autre exemple, la loi dit expressément que la période de suspension du contrat ne peut pas être assimilée à une période de travail effectif, ni pour les droits à congés payés, ni pour les droits que le salarié acquiert au titre de son ancienneté. Mais elle ne le dit que pour l'obligation vaccinale. Or, la règle devrait logiquement s'appliquer aussi en matière de pass sanitaire. La rédaction des textes laisse donc planer un certain doute. Et DURC, peut-on envisager la rupture du contrat de travail des salariés récalcitrants? La suspension du contrat de travail a généralement pour objectif de rendre l'absence de travail du salarié non fautive. Dans la loi du 5 août, le non-respect de l'obligation vaccinale ou du pass sanitaire ne constitue pas une cause de rupture du contrat. Il faut donc en déduire qu'en soi, ce comportement ne peut pas justifier un licenciement. Mais si le blocage perdure, il sera peut-être possible de s'inspirer de la jurisprudence qui admet le licenciement de salariés absents à la suite d'une maladie ou d'un accident non professionnel. On sait, en effet, que les perturbations provoquées par une absence prolongée du salarié, qui entraînent aussi une suspension du contrat, peuvent justifier le licenciement si elles entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié en CDI. Et qu'en est-il des salariés en CDD? Dans ce cas, le Conseil constitutionnel a censuré la disposition faisant de la non-présentation du pass sanitaire un motif de rupture anticipée. On voit mal dès lors quel motif pourrait être invoqué pour rompre le contrat avant son terme. En revanche, le Code du travail prévoit que la suspension d'un CDD ne retarde pas l'échéance de son terme, règle qui est d'ailleurs explicitement reprise à propos de l'obligation vaccinale. S'achève ainsi notre présentation des aspects les plus marquants de la loi du 5 août et des textes réglementaires qui l'ont suivi. Ces textes, élaborés à la hâte en plein cœur de l'été, soulèvent de nombreuses questions et KPMG Avocats reste à la disposition de nos auditeurs pour les éclairer, les accompagner dans leur mise en œuvre concrète. L'actualité sociale.
L'actualité législative estivale ne s'est pas résumée à cette loi du 5 août et il est donc utile de faire état des dispositions marquantes de 2 autres textes récents. La loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience pourra paraître assez timide à certains, mais ces dispositions sociales ne sont pas négligeables. Nous avons identifié, Dirk, 2 points qui touchent directement les entreprises. Premier point, cette loi a une incidence sur la mission et les attributions du CSE. Le CSE dans les entreprises d'au moins 50 salariés devait déjà assurer la prise en compte des intérêts des salariés lors des décisions de l'employeur dans plusieurs domaines et notamment les domaines économiques, financiers et sociaux. Il doit désormais le faire au regard des conséquences environnementales. Il faudra en outre, sur les décisions relatives à l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, solliciter l'avis du CSE et donc en amont lui fournir des informations sur les conséquences environnementales des mesures envisagées. Au cours des consultations dites récurrentes, qui sont prévues à l'article L2312-7 du Code du travail, le CSE doit dorénavant être également informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. Cette règle s'imposant dans tous les cas. C'est notamment pourquoi la BDES, qui devient la base de données économiques, sociales et environnementales, devra comporter des données relatives aux conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. En revanche, les consultations ponctuelles n'intègrent pas expressément ces considérations environnementales. Enfin, l'expert comptable auquel le CSE peut recourir en vue des consultations récurrentes pourra accéder à tout élément d'ordre environnemental qui lui est nécessaire. Le deuxième point remarquable de cette loi concerne les obligations de négocier en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les entreprises qui sont soumises à l'obligation triennale de négociation dans ce domaine doivent notamment chercher à répondre aux enjeux de la transition écologique. Et il en va de même pour l'obligation de négocier au niveau de la branche sur le même sujet. Pour finir ce tour d'horizon de l'actualité sociale estivale, évoquons brièvement la loi du 2 août 2021 destinée à renforcer la prévention de la santé au travail. Notons d'emblée qu'une grande partie des dispositions de cette loi ne s'appliqueront qu'à compter du 31 mars 2022. C'est pourquoi nous exposerons seulement ces 4 grands axes avec quelques mesures phares. Premier axe de la loi Dirk. Ce premier axe vise à renforcer la prévention au sein des entreprises et de décloisonner santé publique et santé au travail avec notamment un renforcement du contenu du document unique d'évaluation des risques professionnels, la création d'un passeport de prévention dans lequel figureront toutes les formations suivies par le travailleur sur la santé et la sécurité et quelques ajustements apportés à la définition du harcèlement sexuel. Deuxième objectif de la loi. Il s'agit de définir un socle de prestations à fournir par les services de santé au travail. À ce titre, ces services de santé feront l'objet d'une procédure de certification et d'agrément. Quant au troisième axe suivi, il a pour objet de mieux accompagner certains publics vulnérables et de lutter contre la désinsertion professionnelle. À ce titre, une visite de mi-carrière professionnelle et un rendez-vous de liaison, en vue du retour du salarié après une absence prolongée, sont créés. En outre, le suivi en santé au travail est étendu aux intérimaires, aux salariés des entreprises sous-traitantes, comme aux travailleurs indépendants. Dernier axe, réorganiser la gouvernance du système de santé au travail. Et cette réorganisation passe à travers diverses mesures, et particulièrement l'adaptation de l'organisation interne des services de santé qui seront renommés, et l'élargissement des conditions dans lesquelles le médecin du travail peut déléguer une partie de ses missions à d'autres membres de l'équipe de santé. Cette édition des sociales de KPMG touche maintenant à sa fin et nous espérons qu'elle vous aura éclairé et vous sera utile. Pour aller plus loin sur tous ces sujets, consultez régulièrement nos publications sur notre page KPMG Avocat, accessible sur kpmg.fr, et abonnez-vous au compte LinkedIn de KPMG Avocat. Nous vous retrouverons avec grand plaisir au micro de cette émission en novembre prochain. À bientôt sur nos ondes. Les sociales de KPMG. Une émission de Radio KPMG.